Voilà, nous allons reprendre nos débats. Voulez-vous vous asseoir, s'il vous plaît, merci. Entrez, entrez. Et nous allons parler de que faire des données de la CNAM avec Didier Bazocchi, Jean-François Bergman, Nathalie Bellet, Marc-Antoine Lucchini, Dominique Polton et le modérateur sera Claude Le Pen. Merci pour eux. Alors, il y a des dossiers qui ont disparu, vol de dossiers, des dossiers qui ne sont pas partagés, vol de données. Où est le dossier de Dominique? Attends. Et le mien. La table a été nettoyée, il y avait plein de papiers, on l'a nettoyé, et c'était des dossiers papier. Hein. Bon, allez, on a 45 minutes, c'est pas beaucoup, pour parler d'un sujet très différent, enfin exactement dans la lignée de ce qu'on a vu ce matin, mais sur un objet concret, et sur des problématiques très concrètes qui sont celles du SNIRAM, du fameux SNIRAM, qui, paraît-il, selon le ministre, est une mine d'or qu'on n'utilise pas en France. L'année dernière, vous vous souvenez, il y avait cette fameuse polémique, libérer nos données de santé. Allez, ont été retrouvés. Voilà. Donc, libérer nos données, la CNAM accusée d'avoir bâti un très gros système pour son usage propre, alors que c'est les données des patients, etc. Il y a une pétition, un article dans Le Monde, il doit y même avoir dans la salle des pétitionnaires, certains, j'en connais. Et donc, on va faire un peu... Là-dessus, la loi santé a changé, le fameux article 47, dont on a parlé à plusieurs reprises, avec deux sous-titres, l'un sur le système national de données de santé, qui inclut le SNIRAM, et puis l'autre sur l'Institut national des données de santé qui crée les conditions d'accès à ces données. Donc on va faire un peu le point de ce dossier qui pose exactement les problèmes qu'on a vus ce matin. Qu'en vont faire les assureurs, qu'en font les industriels, quelle est la vie privée, à qui appartiennent les données, est-ce qu'on est dans l'open data, dans le closed data, est-ce qu'on va vers plus d'ouverture, est-ce qu'au contraire on est sur une fausse ouverture et un raidissement des autorités. Voilà un petit peu les problèmes sur cet objet, encore une fois, très, très concret. Le plan est très simple. Je vais partir avec Dominique qui va nous expliquer ce que c'est. Avec la juriste, on verra un petit peu les conditions d'utilisation et d'accès à ces données. Et puis avec nos amis professionnels de santé ou assureurs, qu'est-ce qu'ils vont en faire et toutes les turpitudes qui sont susceptibles disons, de faire avec ce type de données. Dominique, bonjour. Bonjour. Donc tu as été la grande responsable du SNIRAM pendant des années. Oui, enfin, j'ai effectivement géré un peu le SNIRAM, mais peut-être la première chose qu'on peut dire, déjà, qu'est-ce que c'est? Bon, le SNIRAM, c'est une énorme pile de feuilles de soins, d'une certaine manière dématérialisée. C'est donc à la fois tout ça et aussi seulement ça, hein, c'est ce qu'il faut voir. C'est-à-dire que c'est d'abord peut-être de toutes petites choses, un élan, quelque chose de positif. Je sais que beaucoup de choses vont être critiquées autour de la table, mais quand même, quand on dit, on reproche à la CNAM d'avoir construit ce système pour elle, etc., on pourrait déjà se féliciter de l'avoir construit. Oui. Parce que quand même, ça a été relativement visionnaire, à la fin des années 90, de dire qu'on allait construire un système interrégime, donc qui couvrait toute la population, avec toutes les données qui seraient centralisées et qui se sont enrichies au fur et à mesure. Ça, finalement, ça met la France dans une situation extraordinaire par rapport à beaucoup d'autres pays. On dit que ça coûtait 1 milliard d'euros. Non. Bon, alors, le coût de revient, non, je ne pense pas que ça ait coûté 1 milliard d'euros, mais c'est vrai que toi, tu me poses une colle, parce que je ne saurais pas dire l'ordre de grandeur. Non, okay. Mais je veux dire, attends, c'est quand même un patrimoine. On ne peut pas à la fois dire c'est un truc absolument extraordinaire, etc., un patrimoine fabuleux, ce que je crois, hein, honnêtement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est donc des feuilles de soins. Vous voyez ce qu'il y a sur les feuilles de soins. Ça a à la fois toutes les qualités, c'est-à-dire d'exhaustivité de la population, de capacité à tracer tout le monde, de chaîner les parcours de soins, de savoir quand est-ce que les gens étaient à l'hôpital, en ville, avec quel médecin, ont pris quels médicaments, ont eu quels actes, ont eu quel diagnostic hospitalier, quel diagnostic s'ils sont en ALD. Et puis, d'une certaine façon, ça n'est que ça, hein, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de données cliniques. Donc, par exemple, il n'y a rien sur les facteurs de risque, il n'y a rien sur les diagnostics lors des consultations, etc. Mais il y a un certain nombre, quand même, d'éléments. S'il n'y a pas de données cliniques, il y a beaucoup d'éléments de nature médicale. Et
par des algorithmes, par des traitements statistiques, on peut arriver à faire dire à ces données beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on leur fait dire aujourd'hui beaucoup de choses. On y reviendra peut-être sur savoir si on les utilise assez ou pas. On les utilise certainement pas assez, mais on les utilise quand même. C'est chaîné avec l'hôpital. C'est chaîné avec l'hôpital. C'est chaîné avec les certificats de décès maintenant. On connaît les causes médicales de décès. Voilà, tout à fait. Et c'est pas si ancien que ça. C'est-à-dire quand on dit aussi, mais vous êtes assis sur ces données depuis la nuit des temps. Non, je veux dire, la loi, c'est 98 ou 99, je me souviens plus très bien. Le premier entrepôt, c'est 2005. Et le moment où on a réussi en routine à chaîner, et c'est le seul intérêt que ça a, c'est de chaîner quand même avec les données hospitalières et d'autres données. Le moment où on a chaîné avec les données hospitalières, c'est 2010, et les données de mortalité juste après. Alors, deux petites questions. Qu'est-ce que vous en faites à la CNAM? Ça vous sert à quoi à la CNAM? Parce qu'au fond, les régimes y versent, ils liquident des dossiers. Quel est l'usage de cette centralisation anonymisée des données? On y reviendra. D'abord, ça, qu'est-ce que vous en faites? Deuxième question, à qui est-ce ouvert aujourd'hui, avant la loi? Est-ce que c'est uniquement vous ou il y a des conditions un peu d'accès à un certain nombre d'acteurs? Alors nous, on en fait des choses pour nous-mêmes et on en fait aussi des choses pour d'autres. Il faut quand même aussi le savoir, c'est pas tout à fait dit, mais nous, on en fait énormément de choses pour nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est l'outil, qui nous permet d'ausculter le système de soins en permanence, de voir si les recommandations sont suivies, d'avoir des profils de médecins pour aller les voir, pour leur parler de leurs prescriptions, etc. Donc c'est un outil pour nous absolument essentiel de gestion du risque. Et d'ailleurs, on s'appuie dessus en permanence et de façon, encore une fois, de plus en plus médicalisée. C'est-à-dire qu'on a en France quand même une tradition de régulation qui est plutôt une tradition de maîtrise médicalisée. On essaie de promouvoir, comme dans le jargon de l'assurance maladie, le juste soin. Et ça nécessite de savoir finalement qu'est-ce qui est fait dans le système. Et aujourd'hui, honnêtement, on le sait de mieux en mieux. On est capable de comparer des professionnels entre eux. On est capable de voir si les patients sont bien suivis au regard d'un certain nombre de recommandations. Pas tout, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on en fait pour la CNAM. Ça nous permet d'ailleurs de faire beaucoup de propositions qu'on fait tous les ans au gouvernement et au Parlement. Et pour d'autres? Et on a, par exemple, à partir de l'épisode du Benfluorex, qui a été quand même, je pense, une prise de conscience, d'ailleurs, par tout le monde, et au moment où on pouvait le faire, d'ailleurs, parce qu'on n'aurait pas pu le faire avant, du fait que ces données pouvaient servir de manière massive dans la sécurité sanitaire. Là, on a, depuis un partenariat avec la NSM, on a monté à la CNAM une équipe qui est dédiée à des études de sécurité du médicament, mais aussi des produits de santé en général et des traitements, et qui travaille beaucoup en partenariat avec la NSM, dont je pense que le directeur général est dans la salle, donc il ne me contredira pas, mais qui, depuis, si vous voulez, sans forcément que ça soit toujours, parfois c'est médiatisé, ça ne l'est pas toujours, depuis, fait des travaux un à un, en accord avec la NSM, sur un certain nombre de produits de santé. Voilà. Ce n'est pas suffisant, mais on en fait quand même pas mal. Alors, l'accès à ces données a été régi jusqu'à présent par une série de textes d'assez bas niveau juridique, des arrêtés, qui d'ailleurs interdisait donc tout usage de ces données par des organismes à but lucratif, c'était les termes, donc ce qui excluait les assureurs, ce qui excluait les industriels du médicament, alors même que la Commission de la transparence recommandait l'usage de ces données pour le suivi post-inscription de ces produits. Et donc il y a, et pour la première fois, la loi de modernisation du système de santé, dans son article 47, donne des indications d'utilisation, des autorisations possibles d'utilisation. C'est la loi, donc c'est un texte dans la hiérarchie des normes qui est plus élevé que l'arrêté. Qu'est-ce que cette loi change et est-ce qu'elle met et comment elle gère-t-elle, disons, cette alternative entre ouverture et protection, puisque ces données sont bien sûr très très sensibles et c'est une des raisons pour lesquelles, disons, qui étaient invoquées pour maintenir un accès restreint. Donc, on a en effet à constater qu'il y a un principe d'ouverture, c'est le premier article de ce projet d'article 47, et donc ça c'est déjà en effet un progrès, mais reste un parcours réglementaire très complexe, l'ajout d'un nouveau comité qui n'existait pas, la nécessité de justifier d'un intérêt public qui va plonger les acteurs, en tout cas les acteurs privés, dans une forme d'insécurité juridique parce qu'il n'y a pas de critères très stables pour les évaluer. Et puis surtout, deux métiers qui continuent à être tout à fait stigmatisés dans cet article, que sont les assureurs et les industriels du médicament, alors que depuis des années, ils ont déjà fait largement leur preuve dans leur capacité de traiter des données de santé, que par exemple, les assureurs sont le seul secteur professionnel à avoir un pacte de conformité avec la CNIL, que par exemple, les industriels du médicament sont les seuls à avoir des méthodologies de référence qui ont été élaborées par la CNIL,
qu'il faut se rappeler que le système français est le système le plus protecteur au monde en matière de données de santé, que tout le monde s'accorde à considérer qu'en effet, c'est des données sensibles, sans doute les plus sensibles. Comme vous le savez, la Cour de cassation considère que c'est même le cœur du cœur de la vie privée, plus encore que la vie amoureuse. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat sur la sensibilité des données, mais il y a des acteurs qui ont des enjeux et au bout des patients, des assurés, qui sont très capables de traiter ces données de santé dans des conditions légales qu'on leur a déjà imposées depuis longtemps et auxquelles ils ont fait toutes leurs preuves. On va leur donner la parole, ils se défendront. Et quels sont en gros, quels sont... D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes et beaucoup de... Alors ça aussi, c'est un principe de réalité. On parle des données de santé, des risques, et une fois encore, tout le monde est OK avec ça. Regardons les chiffres. Le rapport annuel de la CNIL l'année dernière, le secteur santé n'est pas représenté dans le volume des plaintes. 6 000 plaintes par an, le secteur santé n'est pas identifié. 6 000 plaintes, 421 contrôles, donc plus d'un par jour. 18 sanctions, il n'y en a pas une sur une problématique de données de santé. Alors, une fois encore, je ne dis pas que tout va bien, qu'il n'y a pas de risque, qu'il n'y a pas d'enjeu, mais le système a prouvé son efficacité, y compris chez les grands méchants que sont les industriels du médicament, les assureurs, qui n'ont, à ce jour, pas encore été topés dans des pratiques illégales. Donc, qui était topé dans les pratiques illégales, sans vouloir... Alors, les secteurs surreprésentés, les problèmes de e-réputation, le e-commerce, la carte bancaire, la police, le droit du travail, mais très peu la santé. Pourquoi ? Parce que les acteurs sont mobilisés, les acteurs n'ont pas envie d'éviter la régulation, ils sont OK pour réguler, mais ils ont des enjeux, des métiers, des gens à assurer, des patients à mieux soigner, des médicaments à mieux évaluer, et tout autant que l'assurance maladie obligatoire, ils sont des acteurs à considérer dans ces rôles-là. Alors, le dispositif, vous disiez que le dispositif est très complexe. Vous pouvez le rappeler en 2 mots. Alors, pour un industriel ou pour un assureur, en 2 mots, c'est compliqué, puisque précisément, c'est... Alors, pour un industriel, donc, ils auront bien sûr une procédure à suivre, et ça, ils sont OK avec ça, mais il y a un organisme qui va remplacer l'Institut des données de santé, un Institut national des données de santé. Ils auront surtout à respecter des finalités, jusque-là, aucun problème. Ils auront, eux, à faire une preuve négative. Ils auront à prouver, parce qu'il y a 2 finalités qui sont déjà d'ailleurs par ailleurs couvertes par des infractions. On écrit dans cet article 47 que les laboratoires n'auront pas le droit d'utiliser des données pour faire de la prospection commerciale. Ça existe déjà dans le Code de la santé publique, et c'est pénalement sanctionné. Il n'y a jamais eu aucune condamnation. On dit aux assureurs qu'ils n'ont pas le droit de faire du ciblage et d'augmentation de la cotisation. Ils ont déjà ces interdictions dans leur code, et jusque-là aussi, il n'y a pas eu de condamnation. Alors pour eux, il faudra faire une preuve négative ou passer par un bureau d'études. Ils le feront, ils feront travailler. Peut-être rappeler qu'il y a plusieurs niveaux d'anonymisation dans la base de données. Ouais. Il y a des données... Dominique. Oui, tout à fait. L'ouverture, elle se fait avec des niveaux de données qui sont différents. Le premier élément, c'est que tout ce qui n'est pas réidentifiant sera en open data. Ça, c'est quand même assez intéressant. Sur data.gouv.fr. Oui, puisque d'une certaine manière, ça sera sans traçabilité, avec réutilisation possible illimitée. Donc ça, c'est par rapport à la situation précédente. Il faut savoir qu'avant, et je pense qu'un des premiers mérites de la loi, quand même, c'est d'avoir clarifié la doctrine. Parce qu'on a vécu sans doctrine pendant une dizaine d'années. On avait un premier arrêté de 2002 qui disait il y aura des listes de gens qui pourront accéder à différents niveaux de données. Et après, à chaque fois, personne ayant un statut lucratif. C'était à peu près le seul cadre dans lequel on était. Et nous, alors pour le coup, l'assurance maladie n'a cessé de demander qu'il y ait un débat public pour avoir une doctrine. Et cette doctrine, je pense que la loi la pose assez clairement. La première chose, c'est que tout ce qui n'est pas réidentifiant est en open data. Donc ce qui d'ailleurs n'empêchait pas, parce que c'était un peu hypocrite, des organismes à but lucratif de passer par l'intermédiaire de structures de recherche qui étaient subventionnées lourdement, voilà, ce qui était complètement hypocrite. Honnêtement, c'était pas tenable. C'était pas très tenable et c'était pas très cohérent. Et donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, ce sont des données potentiellement réidentifiantes pour lesquelles, effectivement, là, c'est plutôt, il y aura un peu deux types d'accès, des organismes qui auront des accès par décret, mais toujours selon leur finalité. Ça, je crois que c'est quand même un grand principe de la CNIL qui demeure, c'est-à-dire qu'on a accès au niveau de données et aux données qui sont utiles pour faire ces missions, y compris le public, y compris l'administration. Et puis, plus sur projet, en règle générale, avec effectivement une procédure dont les contours restent à dessiner et dont l'enjeu, c'est qu'elle soit effectivement suffisamment fluide et plus qu'aujourd'hui. Puis le troisième niveau, ce sont des possibilités de réidentification, mais vraiment dans des cas de sécurité sanitaire. Avec là, le nom, etc., qu'on puisse retrouver les personnes. En fait, notre débat, c'est beaucoup sur le deuxième niveau de sécurité, les données anonymisées, individuelles anonymisées, avec une possibilité de réidentification si on fait des croisements, etc., et qui doivent être appréciés par les organismes certificateurs qui sont effectivement très, très nombreux. Jean-François, qu'est-ce qu'un clinicien ?
peut tirer de ces données, à la fois dans sa pratique quotidienne, tes professeurs de thérapeutique, et aussi dans son rôle d'évaluateur à la CNAM, à la Transparence, à l'HAS, à la NSM. Est-ce que, disons, du point de vue strictement médical, il y a un intérêt à trouver dans ces données que tu connais un peu? Colossal, hein, et à tous les niveaux. Je vais peut-être commencer par quelque chose de gentil, une fois n'est pas coutume. C'est vrai qu'il y a eu un effort d'ouverture, d'explication, de facilitation à l'utilisation des bases, d'enseignement et de formation des utilisateurs potentiels, en particulier des unités INSERM, qui est remarquable. Alors après, une fois qu'on a fait ça, c'est un peu centripète. Soit on fait des grosses données agrégées, on a du volume, on a de la durée de traitement, on a des coûts, et ça intéresse les assureurs, les payeurs. On va dire que c'est le minimum, c'est assez simple. Soit on fait de la recherche clinique en épidémiologie, et là aussi on a un outil merveilleux par son exhaustivité, qui a ses carences, mais merveilleux quand même, à condition qu'on garde les vrais principes de la recherche clinique, c'est-à-dire un protocole, un objectif, un comité scientifique, un critère d'évaluation, et non pas je veux savoir en vie réelle comment on fait avec tel truc, parce qu'à ce moment-là, on est sûr qu'on ne montrera rien, et on en reparlera peut-être. Il y a là une espèce de petit jeu malin et pervers entre les régulateurs et les industriels qui donnent et fournissent et demandent de la vie réelle pour dire qu'après, ils n'en ont rien à faire. Et puis, il y a le troisième niveau plus individuel, qui est celui de la prescription, de l'utilisation par médecin, par malade. Et alors là, je ressors mon credo habituel. On ne peut pas faire une étude précise des usages et des mésusages sans un codage des diagnostics. Alors on me dit, ouais, on peut y arriver en faisant de 1. Non, il faut coder les diagnostics. Le GPR le fait, tout le Kaiser, médecine libérale maximaliste, le fait, les Scandinaves. Le NHS le fait. Tout le monde le fait. Et nous, pour des raisons tout à fait archaïques, protectionnistes et corporatistes, on ne code pas les diagnostics. Comment voulez-vous savoir ce qui se passe si vous avez une prescription, si vous ne savez pas le diagnostic qui est derrière? Alors l'année dernière, ici, on avait fait une espèce de commission, plaidoyer pour supprimer le principe de précaution. Ben moi, je propose que cette année, on a autant de chances de rater que l'année dernière, d'ailleurs, on fasse un plaidoyer pour le codage des diagnostics en ville, car là, enfin, on saura ce qui se passe. Et ce n'est pas uniquement pour contrôler, c'est aussi pour contrôler. Mais par exemple, on parlait hier de DPC, de FMC. Là, tout le monde sait qu'on va à la FMC sur les sujets sur lesquels on est déjà bon, parce qu'on peut frimer un petit coup. Si, en analysant ces diagnostics et ces traitements, on peut dire « Docteur Machin, vraiment, en gynéco, vous n'êtes pas au top, alors qu'en hypertension, vous êtes bon », eh bien, vous irez à la DPC de gynéco. Sur le codage du diagnostic, il est fait à l'hôpital. À l'hôpital, on a 3 codes diagnostiques. Oui. Donc on peut le faire. On peut le faire. Alors on verra, Dominique a bondi sur sa chaise, on lui donnera la parole sur ce point. Cela étant, pour connaître un peu le sujet, aujourd'hui les indications des produits sont très très spécifiques. Et le codage du diagnostic, et quand tu as association, après échec, en 3e ligne de trucs, etc., est-ce que le code diagnostic peut permettre de Monsieur Martin a une cirrhose post-hépatite avec des varices œsophagiennes, sa femme a la migraine et son enfant a un angioplan de la face. Monsieur Martin prend du propranolol, Madame Martin prend du propranolol et leur enfant prend du propranolol. Voilà. Donc, sans appel. Alors, on va avancer un petit peu, on va passer aux 2 méchants de la table ronde, les industriels et les assureurs. Il en faut des méchants. Les oreilles ont dû siffler un petit peu, Didier, parce que depuis hier, on dit toujours... on va commencer par Didier, si ça... les assureurs qui vont faire de la sélection du risque, qui vont faire des primes avantageuses et qui vont contrôler notre vie. C'est-à-dire, si on ne fume pas, 5 € de moins sur la prime. Si j'ai bu 3 € de plus, et en plus comme ça sera connecté, vous aurez directement les données, vous pourrez me tarifer en temps réel mes comportements, soit en bonus, soit en surcharge, en fonction de ce que je suis, donc ça sera piloté par l'assureur, notamment complémentaire, puisque l'assureur public, il pourrait le faire d'ailleurs aussi, mais pour l'instant la suspicion c'est sur le privé qui bien sûr est à but lucratif, du profit sur la santé, ce qui n'est pas bien. Très bien, alors il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je vais essayer de le faire en quelques minutes. Tout d'abord, en France, 80% des prestations servies par l'assurance complémentaire, ça représente près de 30 milliards d'euros, sont servies par des organismes à but non lucratif, mutuelles d'assurance, ceinture paritaire, qui sont
quand même très attachés à la solidarité. Donc il y a vraiment un contexte culturel qui ne se prête pas du tout à ce genre de choses. C'est un premier élément. Deuxième élément, aujourd'hui, nous avons déjà accès à un grand nombre d'informations de santé. Quand nous sommes assureurs vie, lors d'un dépôt de dossier pour un emprunt immobilier, nous avons accès à des questionnaires médicaux, etc. Tout ça est réglementé, tout ça est sous contrôle. Il y a des sanctions, d'ailleurs pénales, dans un certain nombre de cas, en cas de mauvaise utilisation de ces données. Donc ces données, nous les avons déjà. Et pour autant, on constate que sur le marché de l'assurance santé aujourd'hui, aucun acteur ne s'amuse à faire une tarification en fonction de la consommation, en fonction de la pathologie ou en fonction de quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est vraiment l'archétype du faux problème. Alors, c'est un faux problème aujourd'hui, ça peut ne pas l'être demain. Et pour faire référence à ce que disait Laurent Alexandre tout à l'heure, effectivement, demain, Google peut le faire. Google a beaucoup plus d'informations que nous sur nos propres assurés. Google connaît parfaitement les comportements, le nombre de pas faits par nos assurés, etc. Donc ils le savent. Et donc demain, effectivement, ils peuvent s'amuser à partir de ces informations comportementales à mettre en concurrence les assureurs et à casser la mutualité de l'assurance. Et si on casse la mutualité de l'assurance, il n'y a plus d'assurance. Puisque, comme l'expliquait Guy hier, si effectivement le mauvais risque doit payer une cotisation quasiment infinie et que le bon risque n'a plus de cotisation à payer, il n'y a plus de mutualité, il n'y a plus d'assurance. Et donc, on crée des situations critiques pour les individus qui ne sont plus assurables. Donc, vous voyez, le risque, il est là. Il n'est pas dans ce mythe que les assurés vont tarifer en fonction du nombre de pas qu'on va faire. Ce d'autant plus que les enjeux ne sont pas là. Enfin, les enjeux, si vous voulez, d'un point de vue purement économique, s'amuser à fournir un podomètre à des assurés pour leur faire 5% de remise de cotisation, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens économique. En revanche, monter des systèmes qui permettent d'accompagner un de nos assurés lorsqu'il est atteint par une pathologie chronique ou s'il doit subir une intervention chirurgicale pour qu'il puisse aborder cette intervention ou améliorer son observance, ça a un sens évidemment d'abord de santé publique et donc d'intérêt général pour les individus concernés, pour les personnes concernées. Ça a aussi un sens économique, aussi bien pour les équilibres de l'assureur complémentaire que pour les équilibres du régime général. Donc on voit bien que l'enjeu central d'accès de ces données dans des conditions qui soient totalement sécurisées, bien entendu. L'accès de ces informations à des assureurs complémentaires, l'enjeu central en est d'améliorer l'observance, le suivi, l'accompagnement, la prémédication avant une intervention chirurgicale, le suivi post-opératoire, etc., dans des conditions qui soient optimales pour le patient et qui soient optimales aussi pour les acteurs économiques que sont le régime obligatoire et le régime complémentaire. On ne voit pas pourquoi on ne leur donne pas ces informations. Didier, quand tu dis que les 5 € et le podomètre, ça n'a pas de sens, c'est quand même l'exemple qui revient souvent. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que c'est trop petit, c'est pas le problème de l'assureur, c'est pas votre souci. Votre souci, c'est extrêmement simple. Sur nos 3 millions d'assurances santé, un assuré sur 100 qui sort d'une hospitalisation a une facture de 5 300 € et plus. Et c'est l'assureur complémentaire qui lui paye cette facture, et c'est évidemment son rôle, c'est la mutualisation du risque. Bon. Si on gère bien cet épisode chirurgical, on peut économiser 5, 10, 15%, et notamment en évitant des soins de suite et de rééducation qui ne seraient pas utiles, par exemple. Et donc il est tout à fait central d'un point de vue économique, aussi bien que d'un point de vue de santé publique, il est tout à fait central de pouvoir optimiser cet épisode de soins. On voit bien que fournir un podomètre à un assuré dont les effets seront peut-être dans 10, 15 ou 20 ans, ça n'a aucun sens, d'autant plus que l'assureur en question aura probablement changé d'assureur entre-temps. Bon, on va passer, alors l'industriel, l'autre méchant, avec Monsieur Lequini qui est directeur général de Sanofi France. Donc vous êtes un petit peu là aussi, des gens des rares en fait, parce que les assureurs avaient quand même, par l'intermédiaire de la fédération des assureurs et de la mutualité, ils avaient quand même un accès, même s'il fallait se référer à la théorique, voilà, que vous n'avez pas d'ailleurs beaucoup utilisé. Alors que l'industrie pharmaceutique, elle n'avait pas d'accès du tout, même y compris à travers ses organes représentatifs. Donc au fond, c'est un nouveau continent qui vous est ouvert. Pour en faire quoi? Alors, déjà commencer par une déclaration très positive sur l'intention du texte, et je trouve que je dirais que c'est même potentiellement un moment historique, non seulement par rapport au potentiel, la richesse de ces données, mais aussi parce qu'elles ont un potentiel de décloisonner et de faire en sorte que aussi la collaboration finalement industrie-administration puisse se renforcer. Donc je suis très positif, mais en même temps je nuance sur, et on a déjà parlé, sur les modalités de mise en pratique de la loi, et il y a des sujets forcément qui nous inquiètent
par rapport à ce qui a déjà été dit et faire en sorte en fait qu'on réponde aussi aux exigences de rapidité qui vont être les nôtres dans la possibilité d'utiliser ces données. Donc je pense que les enjeux majeurs, ils sont à 3 niveaux pour nous. Ils sont d'abord sur la recherche et l'innovation. Si vous voulez, j'en dirai un mot. Donc en amont, finalement, avec le potentiel de ces données, on a parlé bien sûr d'améliorer le suivi des patients et de pouvoir les suivre au cours de leur traitement. Et puis le troisième point, c'est l'efficience, c'est-à-dire rechercher l'efficience économique, qui est bien sûr un sujet clé également. Donc c'est ces 3 enjeux majeurs que je souhaiterais un petit peu décrire. Alors peut-être revenir aussi, on l'a déjà dit, sur un préambule, qui est de dire, bien sûr, nous sommes comme industriels tout à fait conscients de la sensibilité des données, en particulier celles qui sont à risque de réidentification. Donc je souhaite que dans un propos un petit peu plus libéral de partenariat et d'échange, on soit conscient que bien sûr nous sommes déjà sujets aux réglementations et aussi très conscients de l'importance de ces données et de leur sensibilité. Mais néanmoins, nous avons bien sûr été limités dans notre capacité de pouvoir les utiliser. Et si vous voulez, on donnera quelques exemples d'études ou de projets sur lesquels on aurait pu bien sûr bénéficier. On espère que maintenant les choses seront facilitées. Donc je reviens peut-être aux 3 enjeux majeurs. Donc recherche et innovation, à la fois favoriser la recherche publique et privée, grâce à la possibilité de faire des études épidémiologiques de grande ampleur, de pouvoir effectivement mieux comprendre les besoins des patients et d'une certaine façon coupler les programmes de recherche et de développement avec des études sur cette base de données. Donc créer en fait une dynamique par rapport à l'écosystème qui, d'une certaine façon, favoriserait la recherche en France. Et dans un milieu ultra compétitif international où on sait les enjeux de l'appauvrissement de l'investissement en recherche en France, je pense que c'est un élément clé pour les grands groupes. Aujourd'hui, la base GPRD anglaise est très utilisée, est en libre accès. Et je pense que ça va créer en fait, et notre base est bien plus riche, même si elle a le diagnostic, mais elle a d'autres limitations. Donc je pense que de toute façon, ça créera une dynamique positive. Et là, on parle finalement d'un sujet clé comme la recherche et l'innovation en France. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point Le deuxième point, c'est, on en a parlé, l'amélioration du suivi des patients, mieux comprendre comment nos traitements sont utilisés. Pouvoir en post-inscription. Voilà, en post. Par exemple, pouvoir regarder le juste usage de nos produits, pouvoir comprendre si ajouter, par exemple, des données d'efficacité à ce qui a déjà été démontré dans les essais cliniques. Alors, la vie réelle, bien sûr, il y a aussi certaines limites, mais je pense que c'est bien sûr très complémentaire par rapport au programme des essais qui souvent sont faits dans des conditions optimisées. Et puis, peut-être détecter aussi des effets secondaires qui n'auraient pas été identifiables en essais cliniques. Donc tout ça va favoriser pour les laboratoires la possibilité de suivre la façon dont leurs traitements sont utilisés. Et je pense que là, par exemple, nos plans de gestion de risque, qui, vous savez, sont une obligation que nous avons quand nous mettons un nouveau produit, une innovation sur le marché, il semble un petit peu contradictoire, d'une certaine façon, de demander aux laboratoires d'être responsables de la façon dont leurs produits sont utilisés, mais de ne pas avoir accès à la base de données qui permettrait de le faire. Nous devions créer en fait des suivis additionnels qui coûtent cher. Donc il y a aussi un aspect très important pour moi dans l'accès, c'est que finalement c'est un coût maîtrisé, ce qui va permettre de pouvoir développer et multiplier ce type d'analyse. Donc ça, c'est le deuxième point. Je termine avec le troisième, et je sais qu'on y reviendra après. C'est l'efficience et le fait qu'on va pouvoir aussi mesurer le coût de prise en charge, pouvoir suivre dans une logique de parcours finalement combien coûtent, mais aussi les événements et les dépenses qui peuvent être évitées dans le cadre d'une étude médico-économique. Donc renforcer ces études. Je voulais juste vous donner un exemple qui m'est cher, parce qu'on a aussi des partenaires dans la salle, et hier ça a été mentionné par le ministre de l'économie. On a par exemple une étude en cours qui est l'étude la plus large aujourd'hui faite sur des patients diabétiques, sur une expérimentation en télémédecine. On est en train de mesurer comment cette plateforme pourrait éviter, effectivement, on en a parlé aujourd'hui, et on a fait des demandes à la CNAM pour avoir accès à cette même cohorte et pouvoir mesurer les coûts relatifs à cette cohorte. On n'a jamais reçu une réponse. Donc vous voyez, je pense que si on arrive à briser ces compartiments, et le fait, là on parle vraiment d'une étude et d'une recherche qui, je pense, sera très, très positive et qui serait la plus grosse étude jamais réalisée sur une étude de télémédecine. Voilà. Donc je pense qu'avec ces 3 exemples et ces 3 enjeux, vous voyez à quel point on a un potentiel important, et donc avec bien sûr la nuance de la mise en place opérationnelle du système. Dominique,
Eric, tu as été interpellé par Jean-François sur la question du diagnostic. Est-ce que c'est faisable, possible? Dans quelles conditions? Est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce qu'on peut avoir disons, ce fameux codage qu'on parle depuis longtemps, parce que depuis que je suis dans le système. Et puis deuxième question, est-ce que la CNAM aura les moyens, parce que la loi vous fait opérateur de ces données, est-ce que vous aurez les moyens, on en a parlé déjà un peu avant, tu m'as dit oui, mais bon, pour tout le monde, est-ce que la CNAM aura les moyens d'être, en gros, de servir une demande qui va certainement croître? Alors, peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est on peut toujours dire ce qu'on a, finalement, non, c'est pas terrible, il faudrait plus pour faire. Moi, je pense que ce qu'on a est déjà fabuleux et que déjà, si on s'organisait pour exploiter au maximum, ça serait déjà pas mal. Je vous assure, et je sais bien que le SNIRAM ne dit pas tout, il y a plein de données cliniques qui manquent, mais je peux vous assurer quand même qu'on peut faire beaucoup de choses avec et on s'aperçoit, chemin faisant, du nombre de choses qu'on peut faire avec des algorithmes. Alors bien sûr, ça n'a peut-être pas la précision des données cliniques, mais c'est quand même tout à fait démonstratif. Moi, je rappelle que, par exemple, la première étude qu'on a faite à la demande de la NSM après le Benfluorex, c'est une étude sur un antidiabétique pour lequel il y avait plusieurs études dans le monde qui étaient en train de se faire, y compris à Kaiser, avec qui ont trouvé les mêmes résultats que nous et qu'on a été les premiers à la voir de façon significative. Et en l'occurrence, c'était possible, parce que je crois qu'il y a des façons de traiter ces données qui peuvent faire dire beaucoup de choses. Mais pas tout, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, après ajustement. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu des résultats, ils sont publiés dans les bonnes revues, et je veux dire, les autres ont trouvé la même chose, et on est tous finalement assez d'accord sur ces résultats-là. De dire qu'on peut faire beaucoup de choses. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'à force de dire toujours, mais il nous faudrait plus avant de commencer à vraiment pouvoir faire quelque chose. Donc moi, je ne suis pas du tout opposé au codage et diagnostic, et je pense même qu'il va devenir de plus en plus facile, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que les logiciels médicaux, si tant est qu'on arrive effectivement à harmoniser un certain nombre de choses, pourront avoir des modules qui permettront d'extraire, parce que là, la question, c'est pas de faire coder des diagnostics à l'ancienne. La question, c'est de les récupérer dans les logiciels des médecins. Et que ça, je pense qu'effectivement, voilà, c'est une option. Mais par ailleurs, on pourrait le faire aussi. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été dit sur la loi, mais qui est très positif, parce qu'on peut apparier. On le fait déjà, d'ailleurs. Il ne faut pas croire qu'on le fasse pas aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent avec des registres ou des cohortes, et on apparie. On apparie, par exemple, la cohorte Constance, qui est quand même une assez belle cohorte française. Mais on apparie aussi des registres par pathologie pour lesquels on vient nous voir. Alors, on parle peut-être de la cohorte diabète, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui, mais c'est compliqué. C'est très compliqué pour les chercheurs, notamment quand ils voulaient utiliser le NIR. Aujourd'hui, quand même, le fait que le NIR soit l'identifiant de santé et le fait que le système national de données de santé s'apprête à être plutôt, finalement, un réceptacle où on pourra apparier un certain nombre de choses, nous permet, par exemple, Jean-François, de dire qu'on pourrait très bien avoir un échantillon de médecins qui coderaient, en attendant d'avoir ce grand, cette grande ampleur de diagnostic sur toute la population, et qu'on pourrait parfaitement l'apparier avec le SNIRAM. Et on aurait cette base de données. Rappelle-nous très brièvement le trajet de la donnée. Ça part du cabinet médical, c'est télétransmis à la CEPAM, c'est remonté au niveau régional après une première anonymisation, c'est monté au niveau national après une deuxième anonymisation, et c'est mis à la disposition des utilisateurs. C'est ça le trajet? Oui, c'est ça. C'est crypté deux fois, une fois au départ, une fois à l'arrivée, de façon à ce qu'on puisse plus revenir en arrière, nous en tout cas, et c'est mis dans un grand entrepôt national. Je signale d'ailleurs que depuis là plusieurs années, nous, on ne vient pas nous voir directement pour avoir des données. Ça se passe toujours par l'IDS, et ce que l'IDS, l'Institut des données de santé, décide d'attribuer, nous le faisons. Peut-être lentement, peut-être poussivement, je ne le nie pas. Mais on le fait. Je veux dire, c'est pas nous qui décidons si nous prenons ou nous prenons pas une demande de Jean-François, convaincu? Qu'importe, mais c'est antinaturel. Venez me voir à ma consulte, je vous donne une ordonnance avec 6 médicaments, et vous me dites, mais j'ai quoi? Bon, c'est pas important, prenez les médicaments. Non, c'est pas comme ça. Le diagnostic va avec le traitement. Et si on fait l'analyse globale de la situation de ce système des données de la CNAM, c'est un peu Molière. Alors il y a Harpagon, l'avare, il est sur sa cassette, il dit j'ai rien dedans, vous inquiétez pas, je suis pauvre. Puis tout le monde pense qu'il est très très riche, et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans la cassette. Il y a les 3 tartuffes, les faux dévots. Alors c'est la CNIL, né pour faire chier, hein. Le Conseil de l'ordre et les syndicats médicaux freinent, surtout pas savoir. C'est vraiment de l'hypocrisie absolue. Il y a, alors je ne sais pas si c'est les femmes savantes ou les précieuses ridicules, c'est-à-dire les payeurs, les agences et les industriels à qui on dit il faut donner de la vie réelle, il faut regarder dans les données de la CNAM. Alors ils y vont, soit
leur médicament est médiocre, il est encore plus médiocre avec les données en vie réelle et ils se font taper, soit leur médicament est bon et il risque d'être un petit peu plus médiocre en vie réelle et ils se font taper. Donc finalement, l'effort fait dans ces données-là sont probablement inutiles. Et puis, dernier point, qui est probablement le cœur du débat de cette année, c'est le médecin imaginaire et le malade malgré lui. Ouais. Et c'est ça le vrai problème de toutes ces données-là. C'est qu'on fait d'un malade, avec ces données-là qui sont directement ou indirectement liées à lui, peut-être un malade, mais peut-être pas. Il y a un truc qu'on n'a jamais évoqué depuis hier, c'est les faux positifs. Ces données-là, ces milliards de données, et si elles étaient fausses? Et qu'est-ce qu'on fait avec ces données fausses? Parce que le codage est mal fait, parce que l'interprétation est mal faite. Mais oui, mais après, quand on va dire vous avez une pneumonie parce que vous n'avez pas marché 6000 pas hier, moi je dis non. C'est pas comme ça. On ne soigne c'est pas pas comme ça. Avec ces données. Et le médecin imaginaire qui va partir sur un diagnostic sans avoir examiné son malade, c'est pas la vie. Non mais Jean-François, est-ce que tu ne surutilises pas ces données? Est-ce qu'elles sont vraiment destinées à cette implication clinique du médecin? C'est pas des données plutôt collectives, plutôt d'épidémiologie, plutôt d'évaluation, toujours sur une base de groupe et non jamais d'individus? Est-ce que il n'y a pas là, tu pars pas dans un truc qui n'est pas finalement l'objet de ces données? Enfin, oui, c'est quand même paradoxal, excuse-moi. Alors si elles sont vraiment si nulles, alors je vois pas pourquoi tout le monde les veut. Bon, j'ai pas dit qu'elles étaient nulles, j'ai dit qu'elles étaient 1000 fois plus utiles avec le diagnostic. Si mon garagiste me fait une facture en disant il y a 212 euros, et que je lui dis mais vous avez fait quoi? Non, 212 euros. Je veux savoir ce qu'il y a. On n'est pas en désaccord avec le closage du diagnostic. Didier, il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. En quelques instants. D'abord pour dire que ce que fait la CNAM est excellent. Donc ces données, elles sont riches. Elles peuvent être améliorées, certes, mais elles sont riches. Le SNIRAM est un progrès. Il y a un aspect positif dans la loi qui est évidemment la sécurisation juridique d'un certain nombre d'aspects. Tout ça est positif. Moi, je ne suis pas de l'avis de Jean-François sur la CNIL, parce que la CNIL a beaucoup évolué ces temps-ci sur l'accès aux données de santé. C'est devenu très pragmatique. Quand on dépense des bons dossiers, ils sont bien instruits. Moi, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème avec la CNIL aujourd'hui. Mais ce que je voudrais dire simplement sur les limites de cette loi, et je vais prendre l'exemple des données du PMSI. On avait accès, nous, à des données du PMSI qui nous permettaient d'orienter nos assurés vers des établissements de santé, leur fournir de l'information, etc. On va nous les envoyer de manière cryptée et non utilisable. C'est une vraie régression. Et donc, le problème de fond qu'il y a, aussi bien, je crois, pour les industriels du médicament que pour les assureurs, c'est évidemment dans des conditions qui protègent les données de nature individuelle, c'est bien évident, d'accéder de manière courante, pour le travail quotidien, aux données de santé, qui sont des données de santé qui, au-delà de l'open data minimum, doivent être accessibles pour que nous puissions servir des intérêts, je le rappelle, qui sont des services d'intérêt général. Ouais, hein. La bonne santé du patient et l'économie du système, c'est l'intérêt général. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait un paradoxe, puisqu'on pouvait se payer la base PMSI, qui est inclue dans le SNIRAM, pour environ 12 000 euros par an, sans problème. Et, et vous recevez ça, un petit disque, avec... vous pouvez plus. Maintenant, on ne peut plus l'utiliser. Oui. Bon, mais on est plus... Donc, non, un mot. Est-ce que les industriels peuvent utiliser ça dans des logiques, disons, qui est très à la mode, de risk-sharing, agreement, de prix provisoire, de tarification, disons, en gageant les prix sur l'utilisation des produits? Ouais, c'est une très bonne question. Donc, effectivement, il y a le potentiel pour une régulation économique qui serait plus fondée sur la valeur observée, délivrée dans l'utilisation réelle. Maintenant, Jean-François l'a dit, il y aura certainement des déviations, parce que la réalité de notre système, elle est que tout n'est pas toujours utilisé dans les conditions optimales. Mais je pense qu'il est important, si on va vers là, et vous faites référence à la possibilité de faire des contrats de performance qui seraient par exemple liés effectivement à certaines indications pour être à des prix différents, et d'une certaine façon, avec ces données, on ferait une moyenne à la fin, et ça ne serait pas très compliqué de le mettre en œuvre. Je pense que la question de fond, si on aborde ce sujet, ça serait aussi de briser un autre tabou, qui est aussi le fait que les laboratoires ou les industriels doivent être associés aussi à l'accompagnement des patients. Parce qu'on ne peut pas demander à un laboratoire d'être responsable de l'utilisation de ces produits en vie réelle, mais de ne pas pouvoir, d'une certaine façon, donner des services ou des outils qui permettent aux médecins de mieux les utiliser. Aujourd'hui, vous savez que la France, par exemple, je prends l'exemple des insulines, on peut faire des programmes d'apprentissage, mais on n'a absolument pas faire des programmes d'accompagnement. C'est-à-dire, par exemple, pouvoir détacher des infirmières que le patient pourrait appeler et qui l'aideraient à d'une certaine façon, suivre son traitement, éventuellement remplir les objectifs de titration. Et aujourd'hui, c'est totalement
exclu pour l'industrie. Donc je pense que ça ouvre une deuxième réflexion qui est comment on associe aussi l'industrie et on les responsabilise sur la bonne utilisation de ces produits. Bon, il nous reste 2 minutes. En gros, si je comprends bien, c'est un progrès, peut mieux faire. Hein. Peut mieux faire. En termes de procédure en particulier. Le ministre a dit hier qu'il fallait raccourcir. Donc très bien sur le fond, mais sur la procédure, tout ça va être trop long. Ça sera trop long, on sait déjà. Trop long. Et c'est déjà le cas avec la CNIL qui travaille, mais qui est lente. Bon, un mot de Didier. Non, mais simplement, c'est au moment où des menaces existent, et on les a vues ce matin, Luc Ferry et Laurent les rappelaient très clairement, donnons aux entreprises françaises, aux start-up, aux industriels du secteur, de l'information riche pour qu'ils puissent innover, créer de l'emploi et développer l'activité, regardons les avantages plutôt que de se faire imposer ça de l'extérieur avec des données dont on n'aura pas les maîtrises et qu'on paiera très cher, qui seront hyper sélectives. Il y a un service rendu aux patients qui excède les risques. On est toujours dans l'évaluation d'un rapport bénéfice-risque, là, dans l'usage des données comme dans celui des médicaments. Et là, certainement, les bénéfices excèdent les risques, même si les risques peuvent être gérés par des systèmes de gestion de risque. Non, tu n'es pas d'accord, Dominique? Ah ben, elle est d'accord. On est tous d'accord. Et donc, on va terminer la seule table ronde qui va se terminer à 35 secondes avant le décompte final. Je vous remercie et à l'année prochaine, si Dieu nous veut. Merci infiniment. Merci, super.